Donc, on passe au panel. On a un petit peu bousculé l'horaire vu le temps qui devient court. Les deux vidéos de Serenada et de Jean-Pierre Saez seront rendues disponibles. On vous les enverra par lien Internet. On les mettra en ligne sur le site. Mais je pense qu'on préfère de loin des présentations qui sont vivantes. Monsieur Benkowski, c'est un expert de la communauté française Wallonie-Bruxelles. On essaie de le mettre en ligne comme commentateur à la toute fin, à la lumière des présentations et de ce que nous présentera aussi Monique Simard comme cas d'étude. Petit problème technique, ça marchait ce matin, donc excusez-nous si on essaie de régler ça. Donc, je passe la parole tout de suite à Kofi pour l'animation du panel. Merci Charles. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce panel 2 du colloque autour des 10 ans de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, perspective nationale et internationale. Je rappelle que je suis du Togo, je suis enseignant-chercheur à l'Université du Ghana, un pays voisin. Ma route a été bien longue, mais j'avoue que ça vaut la peine d'être faite, cela vaut la peine d'être fait. Merci donc aux organisateurs de ce grand rendez-vous, de cette conférence-là. Je voudrais nommément citer 3 personnes, si vous allez me le permettre. Charles, Daisy, Carmen, sans oublier toutes les autres personnes qui sont restées dans l'ombre dans l'organisation de ce rendez-vous. Je voudrais aussi dire merci à l'OIF, grâce à qui nous avons pu nous déplacer jusqu'ici. Alors, ce panel 2 que j'ai l'insigne honneur de modérer est intitulé « Repenser le rôle des politiques culturelles pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ». Aujourd'hui, en effet, les États signataires de la Convention doivent, nous semble-t-il, revoir leur politique culturelle pour mieux faire face à un certain nombre de phénomènes, à la mondialisation notamment, une mondialisation émaillée du numérique, puisque le numérique, aujourd'hui, règne dans nos vies, qu'on le veuille ou non. Ce panel s'intéresse, en d'autres termes, aux questions d'innovation. Il s'intéresse non seulement au pourquoi, mais aussi au comment. Ce panel, disais-je, soulève plusieurs questions. Pourquoi et comment les États signataires de la Convention de l'UNESCO de 2005 doivent-ils repenser le rôle de leur politique culturelle pour mieux protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles? En quoi est-il important de prendre en compte ou de rapprocher le numérique des différents secteurs d'expression de la diversité culturelle? Ce rapprochement ou cette prise en compte est-il possible? Est-ce que c'est conseillé? Surtout quand on sait que le numérique va très vite et quelquefois plus vite que les hommes. Alors, en clair, y a-t-il des craintes vis-à-vis du numérique dans ce domaine purement culturel? Qu'en sera-t-il pour les pays avancés, pour les pays émergents, pour les pays pauvres et endettés? Bref, qu'en sera-t-il pour les pays du Sud? Voilà autant de questions et bien d'autres encore auxquelles nous allons nous intéresser dans ce panel 2 qui accueille les intervenants suivants. D'abord, Jonathan Roberge, il est professeur, spécialiste, il est à ma gauche bien entendu, spécialiste des questions sociologiques et politiques de la culture. Il nous vient de l'INRS. Sa communication est intitulée « L'adaptation des politiques culturelles aux défis des nouvelles pratiques culturelles et de la création à l'ère du numérique ». Et puis ensuite, nous allons écouter Sylvia Blake, qui est à mon extrême droite, qui nous vient de l'Université Simon-Fraser au Canada. Et Sylvia Blake, je vous la présente brièvement. Elle est doctorante en communication et s'intéresse aux nouvelles technologies en rapport avec les médias. Le titre de sa communication est, je vais le dire en anglais avec mon accent francophone, Making Policy for Canadian Broadcast Diversity, Past and Future. Le troisième intervenant, donc la troisième, est Sandra Velasquez de l'Université nationale de Colombie-Manizales, spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Elle est à ma droite, tout près de moi. Et l'intitulé de sa communication est « La production indépendante de la musique traditionnelle, communiquée pour garantir la diversité culturelle ».
Et puis, plus tard, nous allons recevoir M. Henri Benkowski, qui est coordinateur général de la cellule de diversité culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous allons la voir par Skype, bien entendu. Et Mme Monique Simard, qui va nous rejoindre pour le cas pratique. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Jonathan Roberge pour sa communication. Je rappelle, le titre, c'est « L'adaptation des politiques culturelles aux défis des nouvelles pratiques culturelles et de création à l'ère du numérique ». Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Oui, mais entre-temps, je rappelle que nous allons tenir dans le temps. Nous avons 10 minutes chacun. Si vous pouvez déjà nous économiser 2 minutes. Oui, je fais un coup pas. Donc, merci, monsieur, merci aux organisateurs. Attendez, je regarde avec là. Donc, vous m'excuserez, là, j'ai une présentation qui est extrêmement numérique, peut-être trop numérique sur des problématiques technologiques, un petit peu loin de les problématiques de la Convention, mais vous me direz dans quelques instants. Donc, je débute par vous expliquer à grands traits ce qu'on peut faire dans une chaire de recherche sur les nouveaux environnements numériques, comme celle dont je suis le titulaire depuis 2012. Essentiellement, ces trois choses, j'essaie de compacter et de faire vite. Essentiellement, on essaie de réfléchir à ce qui est nouveau ou peut-être même archi-nouveau. Penser à la nouveauté technologique dans la culture et penser aussi à l'adaptation à partir d'un premier paradoxe, donc qui est celui voulant que les technologies numériques ont bel et bien révolutionné la culture et sa diversité sans pour autant en elle-même être une révolution. Et on a beaucoup dit la révolution numérique, etc., à tel point que c'est peut-être une panacée, une fausseté de le dire. Il n'y a pas exactement, fondamentalement, de coupure, comme non plus, et ça c'est important, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de déterminisme technologique. Et on a trop souvent l'intention de dire il n'y a plus d'options, on est pris dans un engrenage, etc. C'est simplement pas vrai. Et donc, nous, à la chaire, ce qu'on essaie de faire, c'est de penser en termes d'intermédiation, c'est-à-dire comment l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs peuvent se coordonner ou non pour arriver à des résultats X ou Y, ou au moins à essayer de déplacer les équilibres qui émergent de ces nouveaux environnements technologiques-là. Donc, à la fois des effets déstructurants qui arrivent avec les technologies, mais aussi, j'y reviendrai plus tard, des effets restructurants, et donc des changements. Et comment... Est-ce que je peux te demander d'approcher ton... Plus... Oui, voilà. Ça va mieux comme ça, j'espère. Donc, analyser, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on analyse les discours, les conceptualisations et aussi traductions pratiques des différentes parties prenantes. Donc, à la fois un discours qui est très, très universitaire, à la fois un discours qui est, disons, plus industriel ou partie prenante ou partie liée avec les industries culturelles, et aussi comment les États peuvent se placer dans ces nouveaux environnements-là. Le problème avec l'ensemble de ces discours-là et l'ensemble de ces conceptualisations, c'est que bien souvent, ils ne concordent pas. Et je vous donne par exemple le cas du droit d'auteur comme dispositif, comme régime de gouvernance, j'y reviendrai dans la présentation, mais le droit d'auteur comme quelque chose de fortement bigarré au sens juridique, au sens économique, mais aussi au sens normatif, au sens presque moral, j'aurais envie de dire, mais j'y reviendrai. Et donc, troisièmement aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir continuellement au rôle des politiques culturelles entre, bien sûr, cette obligation de toujours favoriser l'accès de la culture par les différents publics, et entre autres, on a parlé des jeunes plus tôt, les autochtones, etc., etc. Aussi, bien sûr, garantir ou favoriser la circulation des œuvres, pas simplement d'un point de vue national, mais aussi international. Et troisièmement, et non le moindre, aussi soutenir les créateurs. Et là, ce rôle des États, c'est définitivement la chose la plus importante, mais aussi la plus difficile dans les environnements numériques. Pourquoi? Bien, entre autres, parce que les États sont pris dans des environnements ou sont pris dans des circonstances où ils doivent se réinventer perpétuellement, mais dans des conditions qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est là le problème à la fois réflexif et pratique. Donc, j'essaie de faire deux parties assez courtes. Une première partie qui est une synthèse très, très sommaire de ce que peuvent être les enjeux du numérique, l'état de la discussion, l'état du débat. Triple enjeu, je dirais, il y a un premier enjeu qui est simplement comment on a réussi à comprendre ça depuis 10 ou 15 ans dans la recherche universitaire et entre autres dans les études culturelles ou les études des nouveaux médias, ce qui est drôle de traduction de Cultural Studies et New Media Studies. Si vous regardez sur un ensemble assez large, disons les 15 dernières années, vous êtes tout de même dans une certaine obligation de dire qu'on a beaucoup glorifié la montée des nouveaux amateurs, ce que Flichy a appelé le sacre de l'amateur, c'est-à-dire qu'on a glorifié cette culture des mash-ups, cette capacité des gens sur Internet à faire plein de bidouillages, effectivement très intéressants, mais qui sont quand même de l'ordre du bidouillage. On a aussi beaucoup parlé de la culture du remix, on a parlé de comment on avait des nouveaux modes de prosommation, qui est un mélange de
producteurs, de consommateurs et comment ces choses-là étaient de plus en plus embrouillées et complexes. Bon, c'est toujours très intéressant. On a aussi parlé, bien sûr, des user-generated content, donc les contenus produits par les usagers, cette culture de la convergence dont Henry Jenkins nous a parlé abondamment, bon, etc., etc. Et ça, c'est intéressant, mais ça a aussi des problèmes importants, et je vous souligne les deux peut-être les plus importants. Premièrement, il y a quand même, il faut le dire, une dimension assez, peut-être pas idéologique, mais pour le moins philosophique dans l'ensemble de ces discours-là qui ont eu de la misère à se prouver ou à se prouver dans la pratique. Et on est resté à un certain niveau théorique, malheureusement ou heureusement. Il y a eu des discours très utopiques, il y a eu des discours très dystopiques, et souvent les uns se sont parlé et ont fait fi de la réalité à bien des égards. Et justement, on a relativement mal compris une réalité assez banale de la prosommation, qui est cette règle, elle aussi très banale, du 1, 10, 100, c'est-à-dire que pour chaque producteur de contenu sur le web, par exemple, vous allez avoir 10 personnes qui vont relayer ce contenu-là pour 100 personnes qui vont simplement le recevoir. Et donc, c'est pas vrai que tout le monde est devenu un intermédiaire culturel, c'est pas vrai que tout le monde, parce qu'il bidouille sur le web, est en train d'être un créateur, etc., etc. Et donc ça, c'est un premier problème. Et d'autre part, ce qui est arrivé, c'est que souvent, entre la recherche universitaire et les milieux de pratique, et là, j'entends autant d'un point de vue économique que politique, il y a eu un mauvais amarrage, c'est-à-dire que c'est souvent, ça n'a pas été les mêmes personnes qui ont réfléchi à la culture numérique et ceux qui l'ont expérimentée. Et là, là-dessus, il y a un énorme problème entre deux niveaux de discours ou deux niveaux de traduction pratique qui ne doit pas être sous-estimé. Et donc, si vous arrivez à justement cette question-là de l'enjeu industriel, qu'est-ce que la culture numérique change d'un point de vue industriel, bien, c'est là que le bas blesse, c'est là que le sacre de l'amateur est devenu la réalité très pratique, très profonde de une culture de la gratuité qui est pour beaucoup une culture du piratage. Et là, vous voyez très bien que les implications deviennent plus réelles, plus concrètes, c'est-à-dire, entre autres, que ça a déplacé fondamentalement la trace de l'argent dans la chaîne de valeur des industries culturelles. Tout le monde, assez rapidement, s'est mis à rechercher où était passé son argent, mais bon, c'est une question qui est malheureusement aujourd'hui importante. Ça, d'une part, et deuxièmement aussi, il faut dire qu'en devenant de plus en plus un enjeu concret de rémunération, de chaîne de valeur, où est passé l'argent, la culture numérique, d'un point de vue industriel, a eu cette tendance à se retraduire assez facilement dans un nouveau débat sur la propriété intellectuelle. Comment on peut penser la propriété intellectuelle, comment on peut garantir les mécanismes de la propriété intellectuelle. 10 débats sur la propriété intellectuelle qui s'est lui-même retraduit assez rapidement dans un débat sur la propriété, sur le droit d'auteur. Et encore une fois, le droit d'auteur, non seulement comme mécanisme juridique, mais aussi comme étant une problématique hautement économique et quelque chose de fondamentalement politique aussi. Donc, on y arrive, bien sûr, à cet enjeu politique. Que peuvent faire les États dans tout ça? Que doivent faire les États dans tout ça? Et peuvent-ils simplement se payer le luxe de ne pas réagir? Poser la question, c'est un peu y répondre. Et donc, ce que vous avez ici, c'est des États qui sont toujours à la remorque du changement, pas parce qu'ils sont mal conçus à la base, mais parce que le changement est tellement rapide que les États peinent à s'adapter. Et donc, ce que ça veut dire ici, le changement, ça veut dire que l'État doit être le gardien et le promoteur du droit d'auteur, ça c'est son obligation fondamentale, mais en même temps, il est pris dans une contradiction, c'est-à-dire qu'en même temps, il est obligé de garantir l'accès à la culture, essayer d'ouvrir les vannes de la culture pour que les accès soient permis ou soient du moins garantis. Et là-dessus, par exemple, vous avez, pour vous parler de la culture du mash-up ou du remix, la loi canadienne sur le droit d'auteur dans sa version de 2012, par exemple, va permettre une certaine forme d'exception pour ça. Mais là, vous êtes dans le régime de l'exception, c'est-à-dire vous êtes dans des compromis qui sont fondamentalement instables par définition. Donc, tout ça, c'est un peu le cadre théorique. J'ai essayé de vous donner un cas pratique pour exprimer tout ça et surtout vous donner le cas qui me semble le plus urgent et sur lequel, au moins, on doit accrocher une réflexion le plus rapidement possible. C'est celui... Ah, il fallait changer les pages. Je pensais qu'on change. Ah, donc... Ah, moi, je pensais que les pages tournaient. Excusez-moi. Voilà. Donc, là, on serait déjà rendu à plus loin. Voilà, on serait là. Voilà. On est là. Et donc, je repose cette question
la nouvelle économie de la musique dans l'environnement numérique à partir de ce problème qui est devenu l'écoute de la musique en continu, donc ce qu'on appelle en bon anglais le streaming, sur le même trio, c'est-à-dire comment on peut le penser d'un point de vue de recherche culturelle, comment on peut le penser d'un point de vue économique et comment on peut le penser d'un point de vue politique. Donc, d'un point de vue culturel, c'est très intéressant parce que vous avez effectivement une nouvelle pratique de ce que Lessing appellerait la free culture, c'est-à-dire une culture de la gratuité dans laquelle, effectivement, vous pouvez avoir différents services qui vont offrir des packages, en bon anglais, payants, mais la réalité, c'est que les gens s'abreuvent au streaming dans la version gratuite, et ça, dans à peu près l'ensemble des pays, l'ensemble des continents. Donc, ce que vous avez sur cette nouvelle pratique-là, c'est l'attention qu'on avait portée sur le téléchargement dans sa version légale ou illégale, qui a été le grand enjeu, disons, autour des années 2005. On a pensé comment on pouvait éliminer le piratage, comment on pouvait éliminer le téléchargement, etc. Bien, la couverte s'est retirée sous nos pieds, et on n'est plus du tout dans cette problématique-là. On est encore dans cette problématique-là, mais la nouveauté est complètement ailleurs. La nouveauté, elle est dans ce déplacement rapide et massif vers une nouvelle forme de consommation. 3 minutes, voilà, parfait, j'y arrive. Consommation qu'on dit en continu, sans téléchargement. Et là-dessus, premièrement, les statistiques sont effarantes. On voit un déplacement très, très massif. Et deuxièmement, ce qui est aussi très problématique, c'est cette perte de repères. C'est-à-dire que là, pour le coup, on nage en pleine opacité, on ne sait presque pas de quoi on parle, sauf sinon que le risque est là. Et en termes de diversité culturelle, par exemple, les indicateurs que l'on possède actuellement sont assez problématique parce qu'il indiquerait au moins que la présence, par exemple, francophone, la présence de la diversité culturelle serait un petit peu tassée par ce qu'on pourrait peut-être appeler un rouleau compresseur de la culture pop ou culture américaine, si vous voulez. Donc ça, c'est d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue économique ou d'un point de vue industriel, ce que vous avez, ce n'est pas un seul bloc d'industriels ou de fournisseurs d'accès ou de plateformes qui jouent contre les producteurs culturels, loin s'en faut. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde profondément bigarré dans lequel l'opacité règne, la compétition règne, et dans lequel aussi, bien sûr, et de plus en plus, la contestation se met à régner. Donc, des journalistes comme M. Richaud en France vont vous dire, ben, regardez, effectivement, il y a de plus en plus d'argent dans ce gâteau-là ou cette tarte-là, mais la part des uns et des autres est mal négociée et on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe pour ensuite être capable de mieux négocier ça. Et la chanteuse Björk, qui est aussi une figure très importante dans ce domaine-là, a bien sûr, elle, dénoncé pour l'ensemble de la culture occidentale. Vous avez des exemples à peu près partout. Ariane Moffat a fait la même chose au Québec. Björk a dénoncé les gains faméliques des artistes en disant « It's not about the money, it's about the respect ». Et ce que vous avez sur le côté, c'est un simple exemple, je ne vous donne pas les détails, c'est simplement un ordre de grandeur. L'ensemble des très, très, très petits cercles que vous voyez en haut, c'est ce que ça prenait jadis à un artiste pour simplement vendre des copies, soit des téléchargements ou soit des copies réelles en CD, pour faire un revenu mensuel décent, disons. Et là, plus vous descendez, vous arrivez dans du téléchargement et vous arrivez dans de l'écoute en continu. Et les quantités, on en a parlé plus tôt, les quantités deviennent complètement démesurées et deviennent démesurées d'un endroit à l'autre. Donc, ce que vous avez le dernier, par exemple, c'est ce que ça prendrait pour faire un revenu décent sur YouTube. Celui d'avant, c'est Spotify, etc. Vous voyez, chacune des plateformes a un modèle économique différent, en sorte qu'on s'y retrouve très peu. Donc, oui, j'arrive. Et donc, vous êtes dans une guerre de tranchées, non seulement entre les artistes et les plateformes, mais entre les plateformes entre elles, avec les maisons de disques, les maisons de disques avec les artistes, etc. Et vous êtes, si on peut me passer l'expression, dans une foire presque absolue. Donc, peut-être juste tourner la page rapidement. Je vous ai mis un petit florilège rapide de comment le débat commence à émerger dans à peu près l'ensemble des pays qui sont intéressés par la question. Je vous ai donné un exemple de la RTBF en Belgique qui dit que la seconde guerre du streaming est commencée. En France, les gens vont s'interroger sur Tidal, par exemple, qui était la grosse nouveauté américaine, qui est déjà un flop après 3 mois. Comment, par exemple, Spotify et Apple sont dans une guerre entre eux et aussi comment cette guerre-là va affecter les artistes. Même chose Spotify aux États-Unis, c'est comment Spotify exploits musician, what an artist to do. Bon, vous voyez, c'est un gain de momentum de cette question-là, à peu près l'ensemble des pays occidentaux du moins. Et au Québec et au Canada, on n'est pas en reste, c'est-à-dire, par exemple, sur Radio-Canada, la musique en continu, les maisons de disques québécoises à court de solutions, parce que c'est fondamentalement opaque et parce que aussi on sent bien que les revenus sont faméliques et qu'il y a un manque de respect grandiose. Et là, on est dans une espèce de
d'un drôle j'ai appelé ça un cri du cœur industriel, qui est une drôle d'idée, mais quand même, on est un peu dans un brouillage numérique où les uns ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, l'État, dans tout ça, en 30 secondes, l'État s'adapte, l'État cherche des solutions, les États cherchent des solutions et la diversité devrait encourager ça. Ça a plusieurs États qui cherchent plusieurs solutions. Je vous donne un seul exemple et je termine là-dessus. Oui, l'exemple très intéressant de la France, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, la ministre Fleur Pellerin qui constate le problème et qui dit, regardez, on n'a pas la solution, on a le problème, et donc faisons une mission de médiation qui est confiée à Marc Schwartz, qui est une personnalité importante. Bon, je vous laisse lire, mais essentiellement, ce n'est pas parce que les Français ont la solution, c'est parce qu'au moins, eux ont la décence de dire, il y a un réel problème, adressons ce réel problème-là, cherchons chez nous des bonnes pratiques et comment on peut aligner des bons débats, et cherchons ailleurs aussi, ce qui est de fait, et j'arrête là-dessus, ce qui est peut-être une invitation pour d'autres pays, dont le nôtre. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au prochain intervenant. Sylvia Blake, vous avez la parole. Vous avez 10 minutes pour présenter votre communication. 10 minutes. So first thing you may notice is that the title of my slide, of my presentation up there is a little different than the one in the program. Sorry, can you hear me okay? Closer. Okay. How's that? Better? Yeah. The reason for that is because just as I was writing this paper, I had a chat with the organizers, and they said, oh, well, you're one of our emerging scholars. There we go. Now are we good? Okay. You're one of the emerging scholars that we've invited, so we'd like you to talk about the future as a young person who's going to be around. So I altered a little bit to focus a little bit more on emerging issues. So to start off, in my presentation at the BC regional iteration of this event, I argued that part of the challenge is that this idea of diversity has very broad support among stakeholders who often don't agree about much else. From large media firms to tiny independents and everyone in between, everyone agrees that this diversity thing is a really good idea, broadly defined, of course. However, they disagree quite a bit when it comes to deciding on actual policies for how to promote diversity, either at the global or the national level, or even what exactly it is that diversity means. Before going further, I'm going to point out that most of my own research has been in broadcasting, and I see that as one of many spheres that falls under the broader umbrella of cultural policy. I would argue, though, that broadcasting is an interesting litmus test for cultural policy in general for 2 reasons. Firstly, broadcasters disseminate cultural and artistic expression on their programming and also by promoting artistic events that happen off-air on the airwaves through the news. And secondly, in broadcasting, diversity has been on the policy agenda for nearly 2 decades now, which gives it a really unique position in modeling what this diversity thing means in a broader cultural context. Sylvia, yes. Can I So what I have done so far anyway is I've gone through broadcasting policy starting in the early days, and I've been trying to map the different ways that, from a policy standpoint, we have mobilized diversity in broadcasting. The first is, I've come up with 9 different areas. So far, anyway, there may be more. The first main one is, of course, bilingualism and biculturalism, Aboriginal communication, the voices of equity-seeking groups, and I define that very broadly, localism and regionalism, ownership diversity, Canadian cultural expression, speaking specifically of a broad Canadian identity, sectoral diversity, so in broadcasting this means public media, privately owned, as well as independent broadcasting, consumer choice, and as we've already discussed, this has been very high on the government agenda lately and the CRTC agenda, and finally, program or genre diversity. So I'm not going to speak too much about these categories right now, except to say that I did develop them through a policy mapping project beginning in the 1920s.
And also to say that these likely don't include every possible form of diversity that exists. These are the categories that have been accepted within an institutional standpoint. And they make up our diversity policy in Canada, in Canadian broadcasting vis-a-vis diversity of voices. As such, this framework of diversity is institutionally defined, largely depoliticized, and emergent from an Anglo-European Canadian vantage. Also, this diversity policy framework that exists in these categories exists independently of the Convention on the Diversity of Cultural Expressions. I'm going to refer to it by its English acronym CDCE from henceforth. So what role does the CDCE play? I'd argue that its biggest role is in blessing the cultural toolkit of policy measures that we use to promote and protect Canadian industries in a global marketplace. However, as we've already discussed at some length, the Convention does not roll back Canada's existing obligations internationally, nor has it fundamentally altered our national or subnational approaches to cultural policy. On a practical level, the cultural toolkit was already in place before Canada signed on to the Convention, including many measures that were mentioned as successes in Canada's 2012 Quadrennial Report to UNESCO. Catherine already mentioned some of the issues with the Quadrennial Report as it pertains to BC. Many of the things they mentioned have to do with our Olympic Legacy Fund and cultural diversity, which was in the works long before the Convention came along. Finally, I'd argue that outside of Quebec, the Convention has not been well promoted at the subnational level, and thus arguably has had no impact on the development of new cultural initiatives. So look a little bit about the view specifically from BC. Now, just to speak a bit to these images here, I decided to Google image search BC culture. And I think it's very interesting that of 4 of the 5 images that popped up first, 4 of them have to do with Aboriginal art and dance. And the final is a beautiful rainforest. So according to Google anyway, this is what culture means if you're from the West Coast. During our local Vancouver event on the UNESCO Plus 10, a few of the categories that are represented in my typology emerged as being of particular concern to those interested in protecting and promoting diversity of cultural expressions in BC. In particular, to varying degrees, at least somebody on all of our panels discussed this continuing and sometimes acute struggles of those who've historically been marginalized within Canada, specifically the voices of equity-seeking groups, Aboriginal rights, and the issues of French language speaking people outside of Quebec. Tellingly, despite the fact that all of our participants worked in culture and policy area, or culture and arts areas that would be extremely relevant to the Convention, very few of them had ever actually heard of the Convention before we had this event. Having been left out of the Convention's development, and in the absence of any real promotion for it, several participants felt that its impact so far is best defined as defending the institutionalized status quo of what it means to be a quote-unquote diverse person, as defined by European Anglo-Canadian settlers. They would prefer a tool that supports a risk-filled diversity that challenges inequality by encouraging Canadians to engage with cultures and ideas that have been either inconvenient or invisible so far in our cultural landscape. What this instigates to me is a situation in which Canada's discussions about diversity of cultural expressions on the global field are treated as a separate series of dialogues from those regarding diverse communities within Canada. It also indicates that there's been little positive obligation on Canada to enact the spirit of the CDCE domestically. Our relationship to the Convention has been one of a shield to promote a broadly defined Canadian identity against the Hollywood juggernaut. This is absolutely a very important first step in protecting and promoting diverse cultural expressions. However, on its own, it is not enough. The Convention can and should also act to further promote a challenging, social justice-oriented diversity of expressions within British Columbia. To accomplish this, the CDCE is a tool for bottom-up efforts at improving representation and promoting social change must be put in the hands of the vibrant and motivated communities that need it. To reach its objectives, the Convention must be promoted as one of several legal tools available to all groups seeking policy support and policy change within Canada.
I'll give you an example. Aboriginal cultural expression exists in my typology as one of the accepted forms of cultural diversity that Canada promotes. Canada has a number of programs that support Aboriginal cultural expression, including a model of ongoing support for the Aboriginal People's Television Network. This is important work. However, as our Aboriginal panelists made clear, the needs of Aboriginal communities do not start and end there. The plethora of challenges facing Aboriginal communities, I'm sure, is not news to most people in this room. Framed as developing nations within a developed country, in which traditional languages and their associated cultural knowledge are under threat, the CDCE's Articles 7, 8, and 13 compel Canada to act swiftly to support intergenerational transmission of Indigenous cultural knowledge. This is a disruptive way of framing Aboriginal expression, Aboriginal cultural expression. It is also a potential space for the Convention to be mobilized from the bottom up to support those communities that need it the most. In the coming years, the internet will be the place where many battles surrounding diversity of cultural expression are won and lost, from the hyperlocal to the global. On the surface, it seems that the internet, with its seemingly endless possibilities, should make all our concerns about diversity just disappear in a sea of endless blogs and cat videos. In fact, it is the internet's abundant source and content diversity is often used to justify a lack of new communications policies surrounding diversity. Yet, a number of new challenges to cultural diversity come with the internet. These include, but are not limited to, ongoing challenges to network neutrality, the impact of copyright laws, the ability of powerful intermediaries to pick winners and losers, and also the tendency of internet users to use the net to find like-minded groups rather than seeking out challenging content. For the purposes of the presentation, this little bit of time I have left, I'm just going to discuss one issue that relates specifically to some of the challenges I've already discussed, which is the deep and ongoing digital divide between urban and remote communities. So this is a quick map. I won't go into a lot of detail about it because I'm running out of time. In well-connected places, the internet has been a very important tool for those wishing to protect their cultural expressions. For example, some communities have developed language apps to help revive at-risk languages, Aboriginal communities in particular. The image up here is from New Zealand, but my colleagues, Aboriginal colleagues on the West Coast, tell me that they're developing the same things right now. Needless to say, the internet is also an extremely important space for those wishing to create and share their own stories, and for connecting and organizing knowledge sharing across all kinds of communities. However, we cannot speak of the internet as providing this kind of open, wide space for development as long as so many Canadians are unable to participate. Up here I have... Oui, le temps est écoulé. Can I just show this and then I'll be done? Oui, 30 secondes, allez-y. Okay. So up here, I'm just going to show very quickly, we have a digital connectivity map. At the top, we have British Columbia. And the green is where we have more or less reasonable broadband access to the home. Underneath, we have the Northwest Territories. And the red, you can see there's much red down in the Northwest Territories. So connectivity is quite poor. One last thing I want to say about this map is that this actually only tells us what our broadband infrastructure looks like right now. It doesn't tell us anything about what actual connectivity is like. In other words, how the internet is being used in these communities. Do they have access to those other services that we have? Merci bien, merci. Yeah, and I guess I'll end here. Oui, merci. Nous allons... Très bien, merci beaucoup. Merci à Sylvia Blake. Nous allons en reparler dans les débats tout à l'heure. Nous laissons la parole cette fois-ci à Sandra Velasquez de l'Université nationale de Colombie-Manizales. Je rappelle l'intitulé de sa communication, c'est bien la production indépendante de la musique traditionnelle, communiquer pour garantir la diversité culturelle. Alors, Madame Sylvia, vous avez la parole. 10 minutes. Si vous pourriez même économiser 2 minutes, pour nous, ça ferait du bien. Bonjour. Et d'abord, je voudrais remercier le Centre de la francophonie des Amériques. Ils ont fait possible ma présentation ici, mais aussi les organisateurs de l'événement, la Coalition pour la diversité culturelle, la INRS et l'Université Laval. Et je crois qu'on aura un peu de temps parce que
Et ce matin, j'avais vu beaucoup de choses qui se ressemblent autour de ma recherche. La production indépendante de la musique traditionnelle, communiquée pour garantir la diversité culturelle, c'est une partie de ma thèse de doctorat. Et j'avais trouvé que la diversité, il y a une base, la diversité est garantie pour la nécessité de communication qu'il y a les gens. Les gens voulaient communiquer. Et les créateurs voulaient que son message, que sa création soit partout, s'il peut. J'avais fait ma recherche sur 2 régions en Colombie, la région des Andes, qui traverse tous les pays, et la région de la côte Caraïbe, de la côte aux Caraïbes. Et le point de départ, c'était d'abord l'exception culturelle. J'avais trouvé l'exception culturelle comme une mesure très importante. Je ne savais pas je ne connais pas ces mesures et je trouvais que c'est important pour un peu respecter, un peu protéger. Et après, dans mon pays, il y avait la réforme constitutionnelle en Colombie en 1991. C'est une réforme très importante parce que la réforme, le principe de la réforme, c'est que les Colombiens sont des identités multiples, plurielles. Parce qu'avant, l'identité des Colombiens, c'est celle de la région des Andes seulement. Mais après la réforme, on croit qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup d'identités, de musique, de tout. Et en plus, en 90, oui, c'est tous les ressources technologiques qu'on avait parlé, si ça commence l'ère du numérique, et tous les prix bas pour faire de la production de la musique et tout. Et ça aide à la production indépendante. Et après, le pays a ratifié en 1211 la Convention en faveur de la diversité. Ça, c'est une histoire un peu large. C'est parce que en Colombie, il y avait une convention pour la diversité culturelle, une coalition pour la diversité culturelle, mais comme les jeunes étaient très fortes, c'était un problème pour l'État, c'est un problème pour le gouvernement face aux accords commerciaux avec les États-Unis. Et c'est pour cela que le gouvernement ne voulait pas que la coalition soit forte, que la coalition être présente. Et la coalition faisait beaucoup de bruit, parce qu'en plus, c'était par des acteurs à la télé, vous voyez. Et j'ai dû remercier aussi le gouvernement, à la coalition canadienne, parce qu'en ce moment-là, la coalition canadienne pour la diversité culturelle a appuyé la coalition en Colombie. D'accord? Je passe maintenant à les 3 types de production indépendante que j'ai trouvées en Colombie. Et la première production, c'était l'autoproduction. J'ai dit ici que c'est formel et informel. C'est formel parce qu'il y a des petits autoproducteurs qui payent l'impôt, qui sont dans la société d'auteurs et tout ça. Mais il y a des autres qui sont dehors, qui sont en marge et qui revendiquent être en marge parce qu'ils ne croient pas qu'être formel soit une condition qui les aide. Donc, dans ce type de production, la production est comme une petite carte d'identité. Il a besoin de produire pour être vivant dans les milieux artistiques. Dans le deuxième type de production, ça c'est la production institutionnelle. Ici, il y a une très grande diversité de production et très grande diversité de maisons de production. Ça, c'est une production avec un objectif prédéterminé. On trouve là de groupes de recherche qui font de la production de la musique pour donner une mémoire qui donne les contenus de sa recherche. On trouve aussi des entreprises qui appuient la production de telle musique
comme une stratégie de marketing. On trouve aussi l'appui des ministères de la Culture pour produire une musique qui est en train de disparaître. Il y a beaucoup de productions, mais normalement, les productions qui sont dans le type B, ils ne sont pas en fait des maisons de production. Ce sont des autres organisations qui font la production, on dirait un peu par accident ou comme un utile, mais pas vraiment comme un producteur indépendant. Et le troisième type, c'est vraiment les petites maisons de production indépendantes qui sont créées à partir de l'expérience des anciens employés de grandes maisons de production qui sont des mélomanes, qui connaissent très bien les marchés, mais qui ont décidé de faire une autre façon pour que le contenu soit massif. Et ils ont créé des petites boîtes dont on peut trouver des différentes relations entre les musiciens, les marchés, les publics. Mais entre les trois types de production, il y a des relations. Mais tous ces types de production ont en commun la production en coffrerie. J'ai dit que la production en coffrerie, c'est la façon de produire dans un milieu qui est très fermé. Coffrerie, ça ne donne pas le sens des mystérieux, des choses comme ça, mais un peu, parce que dans les milieux de musique traditionnelle, on ne voit pas la musique traditionnelle, sauf quand on est dans les festivals, quand on est dans les concerts, surtout à les spectacles vivants. Mais sur les magasins, non, parce que les majors produisent la même musique traditionnelle, ça fait 20 ans à peu près. En plus, parce que les majors ont changé l'intérêt. Avant, c'était pour la région des Andes, maintenant, c'est pour la région du Caraïbe, parce qu'avec la région des Caraïbes, on peut danser. Et ça, c'est mieux pour les majeurs. Et face à la convention, la Colombie doit avoir il y a deux idées, l'implémentation de la convention et le développement d'un modèle propre d'industrie phonographique. Il faut dire qu'en Colombie, la convention est presque inconnue. Et j'ai déjà parlé sur les problèmes avec les accords internationaux. Mais ils ont décidé de faire des sanctions concrètes pour les politiques culturelles en faveur de la défense des expressions des minorités. C'est très bien, on peut parler de la reconnaissance des identités pour les personnes gitanes, indiens, ou les noirs, ou même pour la diversité sexuelle. La diversité, c'est un mot très courant, un peu à la mode, mais où les actions se dirigent dans ce type de population. Et ça, pour moi, c'est une option commode, comme je viens de dire, parce que comme ça, on n'a pas de problème avec les États-Unis, mais on a aussi tous les bénéfices de la coopération. Quand j'ai parlé avec le ministère de la Culture, ils m'ont dit non, il faut ratifier la convention parce que comme ça, on peut avoir la coopération avec le Canada et la France. Je dis, ah d'accord. Vous ne voulez pas se battre avec les États-Unis, mais vous voulez en même temps avoir des amis avec la France et le Canada. Et ça, je trouve que c'est pour cela que la diversité culturelle en Colombie, ce n'est pas dans le domaine des industries culturelles et des industries créatives. C'est plutôt dans le domaine de population, comme je viens de dire. Et par rapport au modèle d'industrie propre de la musique en Colombie, maintenant, il y a des programmes en faveur de l'enregistrement, en faveur de les spectacles vivants. Ça fait 3 ans qu'on a créé la loi pour les spectacles vivants. En fait, les musiques traditionnelles sont beaucoup plus actives dans les spectacles vivants que dans la production enregistrée. Une minute. D'accord. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'exemples. Les discours sur la production de la musique, c'est dans les colloques, dans les publications et tout. Mais les producteurs indépendants, ils ne connaissent pas les mesures en faveur des industries culturelles.
Ils font à son temps, à sa connaissance. Et pour les industries culturelles, le discours est plutôt économiste. Et ça fait que les producteurs ils refusent les discours parce que c'est surtout du côté de l'entrepreneur culturel et des choses comme ça. Et donc, le défi, c'est de comprendre la convention avec la relation avec les industries culturelles. Et je vais juste vous montrer un petit exemple. Parce que si on parle de musique, il faut un peu l'écouter. Este pueblo nació con la lluvia cuando el tiempo era un guambrito inexperto. La montaña parió flores verdes sembrando el color de los paisajes buenos. 1000 guitarras labraron los surcos que llevan el alma de nuestros recuerdos. Y las manos de los campesinos se fueron armando de cantos eternos. Fantásticas patrias de sueños dorados. Con la música de los alegres bebimos la chicha de un mundo encantado. Los cachetes pintados de rojo son nuestra bandera brandiendo el pasado. Y el Galeras es padre que abriga, protege a sus hijos de Saitan Ruanado. ¡Mi pueblo! ¿Y cómo goza Mario Rodríguez cantándola? Bailando, bailando con los ajices. Esta es pobrecita enamorada, aquí espero morirme bailando. Esta es pobrecita enamorada, aquí espero morirme bailando. Yo no dejo este sol tan bonito, aquí espero morirme cantando. Yo no dejo este sol tan bonito, aquí espero morirme cantando. Esta es pobrecita enamorada, aquí espero morirme bailando. Esta es pobrecita enamorada, aquí espero morirme bailando. Yo no dejo este sol tan bonito, aquí espero morirme cantando. Yo no dejo este sol tan bonito, aquí espero morirme cantando. Ce groupe, c'est un groupe qui s'appelle Bambara Banda. C'est un groupe du sud de la Colombie, tout près de la frontière avec l'Équateur. Mais ils font une fusion entre la musique traditionnelle et les rythmes et des autres rythmes. Mais l'histoire que je voulais raconter, c'est qu'ils ont publié sa musique sur l'Internet. Mais après, c'était un groupe à l'Ukraine, ça se dit comme ça, qu'il recherche Bambara Banda partout. C'est parce que le groupe à l'Ukraine, il voulait interpréter les musiques qui fait Bambara Banda. Et c'est parce que pour l'Ukraine, pour les jeunes à l'Ukraine, ils pensaient que la musique traditionnelle entre la Colombie et l'Ukraine est très proche. Et donc le groupe à l'Ukraine a interprété la musique dans un programme à la télé. Et c'est le public qui a raconté à Bambara Banda qu'il faut demander pour les droits d'auteur parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un groupe en Ukraine qui jouait la musique. Mais après, pour Bambara Banda, c'est incroyable. Ils disent non, mais c'est pas possible ça. Et après, ils ont commencé à travailler ensemble, entre guillemets. Ils se communiquent par Google en faisant la traduction entre l'ukrainien et l'espagnol. Et ça, c'est la musique de Bambara Banda. Merci Sylvia. Donc voilà, merci bien. Donc,
si vous êtes d'accord, moi je profite, je pense Kofi, on va donner la parole à Monique tout de suite, puis on permettra à Henri ensuite de commenter pour la clôture. Donc nous allons, comme disait tout à l'heure Charles, donner la parole à Madame Monique Simard. Je rappelle qu'elle est la présidente de la Société Développement des entreprises culturelles depuis 2014. Elle a à son actif une belle et riche expérience dans le domaine du soutien à la création et à la programmation de documentaires, films, d'animation et de fiction alternative. La communication de Monique, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, a pour titre « Adaptation à l'ère numérique des programmes de soutien aux industries culturelles du Québec ». Vous avez la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Alors, on m'a demandé de parler de l'expérience de la SODEC, Société de développement des entreprises culturelles, organisme qui a 20 ans et qui a été créé justement suite à l'adoption de la politique culturelle au début des années 90. Il y a d'autres institutions publiques culturelles au Québec, notamment le Conseil des arts et des lettres. Il y a évidemment le ministère. Mais je vais aussi vous parler de mon expérience parce que jusqu'en 2014, j'étais directrice générale du programme français de l'Office national du film du Canada pendant plusieurs années et responsable d'implanter, entre autres, à l'ONF, toute la stratégie numérique à la fois de production et de diffusion. Et probablement pour ça qu'on m'a sollicité pour aller ensuite à la SODEC pour faire profiter la SODEC de cette expérience. Alors, d'abord, vous dire que à l'ONF, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour que les institutions publiques qui soutiennent la culture, il y en a plusieurs, elles sont variées, ont la nécessité, mais absolue, de maîtriser le numérique. Encore tout récemment, les gens qui prennent des décisions dans ces institutions-là ne comprenaient pas ce qu'était le numérique. Il y avait des consultations, il y avait des choses qui étaient faites, mais on tardait à comprendre et à prendre des décisions. Heureusement, au Québec, en septembre dernier, il y a même pas un an, enfin, le gouvernement du Québec a annoncé un grand plan d'une stratégie numérique pour la culture et pour tous les domaines culturels, donc les musées, les grandes bibliothèques, les bibliothèques publiques, la SODEC, le CAC, bon, bref, tout le monde, avec des sommes additionnelles de 110 millions de dollars sur une période de 7 ans pour permettre à l'ensemble de ces acteurs-là de pouvoir inclure et instaurer le numérique de façon permanente dans leurs activités respectives. C'est important parce que je pense que je n'ai peut-être pas besoin de vous dire ici à quel point, il y en a, bon, ce matin, quelqu'un a dit, bon, c'est pas une révolution, je pense que c'est toi qui as dit ça, que c'est pas une révolution. C'est peut-être pas une révolution, mais ça change bien des choses. Et une des choses que ça change assez fondamentalement, c'est le rapport entre les créateurs, les producteurs et les consommateurs de culture. On peut dire que jusqu'à l'apparition récente, enfin jusqu'à il y a 20 ans, ce sont les créateurs et les producteurs qui contrôlaient, au fond, le marché de la culture. Le consommateur recevait des propositions qui étaient contrôlées absolument par les producteurs et les diffuseurs et en disposait souvent en groupe, mais pas seul, parce que c'était avant l'apparition de tablettes mobiles, etc. Ce qui est transformé, donc, aujourd'hui, et avec la multiplication des plateformes, c'est que le consommateur a accès à une offre culturelle absolument gigantesque. Il n'y a jamais eu autant de musique sur Internet. Combien de millions de chansons, Solange? Hein? 30 millions. A accès à des films, peut acheter ses livres par Internet. Donc, le consommateur décide de ce qu'il va regarder, écouter, quand il veut, où il veut, et soit le payer au prix où il veut ou gratuitement, effectivement. Donc, ça vient changer des relations. Tellement qu'il faut donc prendre ça en compte dans nos politiques du numérique. Alors, le numérique, évidemment, ça touche la création, des outils numériques, c'est-à-dire que désormais, les créateurs vont avoir accès à des types d'outils numériques qui permettent effectivement une production qui est beaucoup moins chère, plus accessible. En fait, le numérique, c'est une démocratisation des outils de création
dans plusieurs disciplines artistiques. Ça affecte la production aussi, parce que la production se fait de façon plus légère, beaucoup plus, on peut introduire des effets spéciaux, tout le monde, on peut monter, on peut faire un film entièrement seul, en ayant une petite caméra, le son est intégré, on peut monter son film chez soi avec une application dans son ordinateur. Alors ça aussi, c'est différent. Mais là où, à mon avis, il y a le plus de changements, c'est dans l'exploitation. L'exploitation, pour moi, c'est la distribution, c'est la diffusion, c'est les ventes, etc. C'est là qu'il y a le plus de transformation pour la raison que je viens de vous dire tout à l'heure, du rapport qui a été transformé entre le consommateur et l'offre culturelle. Donc, pour revenir à la SODEC, qui soutient les entreprises culturelles dans le cinéma, la télévision, la musique, les variétés, le livre, les métiers d'art, qu'est-ce que ça pose comme défi? Il y a une chose qu'on a remarquée, c'est que malgré les différences qui peuvent exister dans chacun de ces domaines culturels, c'est qu'ils ont tous en commun un enjeu majeur. Vont-ils être capables de vendre ou à tout le moins de faire voir leur production? Au Québec, on a une qualité de production et de création assez exceptionnelle, pour des raisons, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce sujet-là. Et on a mis beaucoup d'efforts dans les politiques culturelles des 20, 30, 40 dernières années sur la création et la production. Le Québec avait besoin de se constituer, je disais, une masse critique de production en cinéma, en musique, en littérature, etc. Et les moyens d'exploitation étaient relativement traditionnels. On avait des territoires fermés, on avait des chaînes linéaires de distribution qui faisaient en sorte que ça se faisait de façon traditionnelle et ça marchait assez bien. Il y avait du soutien, mais en gros, on n'a pas observé de grands changements, mettons, entre le début des années 70 et la fin des années, au milieu des années 90. Mais à partir du milieu des années 90 et particulièrement depuis la fin des années 2000, là, c'est une vraie révolution. Je regrette, M. Jonathan, mais là, il y a une révolution dans le commerce, une vraie révolution dans le commerce de la culture. Pas seulement dans le commerce de la culture, mais dans le commerce au détail en général. Alors, pour une institution publique, on continue. Donc, on est en train d'élaborer des programmes. On a des programmes. Nous, on soutient des entreprises. Ces programmes sont déterminés par la SODEC et ensuite proposés à la ministre de la Culture qui les reçoit, les autorise, et ensuite accessibles à l'ensemble des entreprises. Nous allons tout prochainement adopter ces nouveaux programmes. Il y en a déjà qui existaient de façon plus ou moins permanente depuis quelques années. Bon, on les a sécurisés, ceux-là. C'est beaucoup de l'aide à la promotion. C'est pour que les entreprises se créent des sites avec des fonctionnalités de vente, de promotion. Bon, bref, je ne dirai pas dans tous les détails. On a numérisé, donné des soutiens pour numériser les salles de cinéma, etc. Maintenant, il va falloir que dans la modulation des argents qu'on a pour le numérique, non seulement ouvrir des programmes pour la création, dite numérique interactive, ce qui sera fait dans différents domaines culturels, il y a le livre. Il y a aussi, par exemple, je vous donne un exemple, on s'occupe du livre. Vous savez que désormais, la production de livres qu'on dit enrichis, interactifs, va de plus en plus se multiplier. Et donc, ça modifie aussi l'économie générale de l'édition. Comme des marchands comme Amazon sont venus complètement changer l'économie de la vente au détail du livre qui se faisait en librairie. Alors, nos efforts, donc, dans cette partie de programme, vont aller à ce qu'on appelle l'exploitation. Et la majorité des sous qu'on va dégager vont aller dans des programmes d'exploitation. Parce que c'est ce dont les entreprises ont le plus besoin. La SODEC, c'est la Société de développement des entreprises culturelles au Québec, partout au Québec. Ces entreprises-là doivent produire ou offrir des produits de qualité qui sont compétitifs partout dans le monde. L'enjeu n'est plus seulement de créer et de produire, c'est de s'assurer que le produit va être connu et consommé par le premier public, qui est celui du Québec, et aussi rayonné dans le monde. Et pour ça, il faut des outils d'exploitation
puissants. Des outils d'analyse, développer des algorithmes, avoir des agrégateurs communs de contenu. Parce que si on observe la chute de consommation de produits culturels locaux, on peut s'attendre à ce qu'éventuellement, on re-questionne pourquoi est-ce qu'on les soutient dans la création et dans la production s'ils ne sont pas consommés. Et croyez-moi, on entend cela constamment. Pourquoi est-ce qu'on dépenserait des millions pour quelque chose qui n'est pas regardé ou qui n'est pas lu ou qui n'est pas écouté? Et cette question-là, elle est reposée constamment dans les parlements où c'est là qu'on vote les crédits pour la culture. Il faut absolument trouver une solution, donc, à non seulement des moyens plus costauds pour l'exploitation, mais aussi repose la solution du financement de la culture sur, justement, le numérique. Au Canada, on a créé en 92-93, quand il y a eu l'apparition des télévisions câblées, le défi a été de dire comment est-ce qu'on va nourrir cette bête-là, ou ces bêtes que sont les chaînes câblées. La formule qui a été trouvée a été une formule bien simple. On donnait des autorisations d'opération à des compagnies de câbles et de satellites, mais en contrepartie, et ça c'est une politique culturelle, en contrepartie, pour s'assurer qu'il y avait du contenu canadien sur ces chaînes-là, sur ces chaînes-là, et qu'on développe des entreprises canadiennes, on a créé le Fonds des médias du Canada, qui forçait les opérateurs de câbles et de satellites de remettre 5% de leur chiffre d'affaires dans un fonds qui était appareillé avec le gouvernement. Ce fonds existe toujours. Il est de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais là où la chose ne va plus, c'est que les gens n'ont plus besoin de câbles ou de satellites. Alors, les gens se désabonnent. Il faut être capable, et je me sens très à l'aise de le suggérer parce que ça a déjà été adopté par la SODEC, le gros défi partout dans le monde, pas seulement ici, mais ailleurs dans le monde, c'est les deux tuyaux par lesquels on consomme majoritairement la culture aujourd'hui, c'est l'Internet et la téléphonie cellulaire. Les opérateurs de téléphonie cellulaire et de ceux qui vendent vos services Internet, tout le monde en paye ici, doivent absolument être forcés à contribuer dans des fonds de financement pour le contenu culturel national. À défaut de quoi, on peut s'attendre à des changements majeurs, d'un envahissement de produits culturels d'ailleurs, du sous-financement ou de la disparition des financements pour les productions culturelles nationales. Alors, c'est vrai en Europe, dans tous les pays européens, c'est vrai en Amérique latine, c'est vrai partout. Et ça s'applique, et si ce fonds était créé, ça s'appliquerait à la fois à la télévision, au cinéma, à la musique, aux livres. Tous les domaines culturels sont affectés d'une façon ou d'une autre ou sont consommés par l'Internet. Et, comme vous devez le savoir, on parlait que la tarte de l'argent est considérable. Elle est considérable. On n'avait qu'à regarder les chiffres d'affaires de ceux qui vendent les services Internet. C'est exponentiel, leurs produits. C'est la répartition qui est mal faite. Et c'est au minimum. Alors, on a la chance au Canada d'avoir un précédent avec la formule du Fonds des médias du Canada, qui existe maintenant depuis plusieurs années. Alors, et j'invite, moi, alors je veux dire, c'est quoi le cas pratique de la SODEC? Le cas pratique de la SODEC, c'est que, oui, on va développer des programmes, on a des budgets limités, mais on sait, parce qu'on vient en complément souvent de financement dans chacune des secteurs culturels, qu'il faut trouver une solution plus permanente au financement de la culture. Et la formule la plus simple, ça sera celle-là. J'aurais aimé vous parler de l'ONF, je n'ai pas le temps, oui, mais voilà. C'était le cas pratique de la SODEC qui s'amorce bien. Moi, j'ai un privilège, je peux l'embrasser. Pour te remercier d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci. Je vais passer la parole à Henri, qui a été bien patient, qui nous a écoutés depuis déjà un bon moment. Tu as entendu tout ça, Henri, de ton point de vue de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Tu es expert coordonnateur de la cellule d'observation de la diversité des expressions culturelles, juriste
Et tu planifies une grande activité avec les ministres européens de la culture pour l'automne. Donc, de tout ce que tu as entendu en 10 minutes maximum, parce que le déjeuner nous attend et on a une contrainte d'horaire, tes réactions et tes projets. C'est bien, bien. Voilà, d'abord, bonjour au Québec. Désolé de ne pas être avec vous en réalité, mais je pense que je ne devais pas venir parce que Madame Simard vient de dire tout ce qu'il faut dire. Et ici, chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a toujours beaucoup d'admiration pour la SODEC, notamment quand elle dit il faut orienter les politiques culturelles vers l'exploitation et il ne sert à rien de produire, de subventionner des œuvres qui ne seront jamais vues. Le cinéaste marocain Nabil Ayouch, que chacun connaît, nous disait à peu près la même chose lors d'un colloque organisé à Paris. Arrêtez de nous donner des subventions pour la production, donnez-nous des subventions pour l'exportation, pour l'exploitation et aussi d'ailleurs pour la formation des professionnels qui manquent dans certains pays. Je pense que c'est extrêmement important et je pense que chez nous en Europe, et particulièrement dans mon pays et en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a encore trop la tendance à penser production, sans s'assurer le moins du monde, comme nos amis anglo-saxons le font bien mieux que nous quand ils prévoient des budgets et des financements, sans s'assurer que ces productions ne feront autre chose que de gagner des prix dans des festivals, mais sans être particulièrement vues par un très grand public. Alors, financement, on va parler du numérique. Quand on parle de financement, je peux le dire, et Madame Simard le sait certainement, nous avons un problème pratique, c'est-à-dire que nos télévisions en Fédération Wallonie-Bruxelles doivent contribuer à un fonds d'audiovisuel qui permette effectivement, notamment, de produire des films de cinéma. Et la Belgique francophone, comme la Belgique flamande, a pour le moment beaucoup de succès en matière de cinéma. Et lorsqu'on a annoncé l'arrivée de Netflix, et là on rentre dans le numérique et on rentre dans la manière de repenser les politiques culturelles, qui est le titre de ce débat, lorsqu'on a annoncé l'arrivée de Netflix en Belgique, et on sait le danger que cela peut représenter, une série de contributeurs francophones et flamands au fonds d'aide au cinéma ont subitement quitté ce fonds d'aide en disant ceci simplement, parce qu'ils parlaient d'exploitation eux aussi, en disant simplement les fonds d'aide habituels, classiques, traditionnels ne correspondent plus aux besoins du numérique à travers les chaînes de télévision et le cinéma. Donc nous, entreprises qui contribuons à ces fonds d'aide, nous allons contribuer, toujours contribuer à de l'aide au cinéma, mais nous allons décider nous-mêmes, directement, avec des producteurs, avec des réalisateurs, à qui nous allons donner ces fonds. Et non plus passer par des fonds publics, parce que ces fonds publics sont dépassés, sont obsolètes et ont encore d'anciennes méthodes parfois un peu clientélistes. Ce sont toujours les mêmes cinéastes, ce sont toujours les mêmes producteurs qui bénéficient des aides. C'est vrai dans d'autres domaines, ce sont toujours les mêmes peintres, toujours les mêmes sculpteurs, toujours les mêmes musiciens qui reçoivent les aides publiques. Et une des choses d'ailleurs dont on parle beaucoup en termes de critique à l'égard de l'exception culturelle, parce qu'il faut quand même rappeler que la diversité culturelle, c'est de l'exception culturelle, c'est-à-dire de permettre au gouvernement de continuer à subventionner les politiques publiques culturelles. On oublie aussi trop souvent que ces critiques vont là, en disant mais est-ce que la répartition, l'attribution des fonds publics est faite convenablement et répond à la réalité numérique d'aujourd'hui? Cette critique, nous l'entendons et je réponds toujours, oui, je pense qu'en Europe, en tous les cas, pour ce que je connais du modèle européen, la répartition, l'octroi, le financement des politiques publiques n'est pas parfaite. Tout cela n'est pas parfait, mais je préfère me battre pour l'exception culturelle pour que nous puissions continuer à attribuer des fonds et à pratiquer des politiques culturelles publiques plutôt que, bien entendu, de perdre sur le terrain d'exception culturelle. Et vous l'avez évoqué dans votre colloque avec l'accord culturel Canada-Union européenne. Nous avons un problème avec l'accord États-Unis, le TIPP, avec l'accord États-Unis-Europe qui est en train d'être négocié, dont nous avons obtenu
que de forcer en quelque sorte la Commission européenne de retirer les services audiovisuels de la table de négociation avec nos amis américains. Alors, repenser le financement des politiques culturelles, vous l'avez dit, il faut le repenser en termes d'exploitation. Et un de vos intervenants, je pense que c'est M. Raberge ce matin, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est M. Raberge, a dit il faut réfléchir. Ceux qui réfléchissent aux politiques culturelles, et j'en fais partie comme juriste, j'en fais partie comme politique dans les cabinets ministériels, ne sont pas les mêmes que ceux qui pensent le numérique et qui imposent de nouveaux modèles numériques. Et on a dit dans beaucoup de conférences, on l'a dit au dernier comité intergouvernemental de l'UNESCO, on l'a dit au sommet mondial de la société d'information, on a dit qu'il faudrait dorénavant que les politiques, les conseillers des politiques, des experts, les juristes que nous sommes pensent et conseillent les politiques avec à côté d'eux des techniciens qui expliquent réellement ce que c'est que le numérique. Et notamment lors du comité intergouvernemental de décembre, une excellente initiative française a été distribuée un glossaire du vocabulaire juridique et pratique numérique. Parce que, je l'ai dit, moi, avec beaucoup d'humilité, parfois nous parlons, nous, experts, du numérique sans savoir de quoi nous parlons au niveau technologique, et ça nous fait perdre une substance importante sur les impacts de ce numérique. Et je viens de vous le dire, on vient de le voir avec l'affaire de Netflix en Belgique, où les contributeurs aux aides publiques ont quitté le système pour aider directement eux-mêmes des productions qu'ils choisiront et qui seront diffusées sur Netflix, comme je pense que Disney et Pixar l'ont fait aux États-Unis directement avec Netflix. Alors effectivement, la propriété intellectuelle, quelqu'un l'a dit, est au centre de ce débat pour repenser les politiques culturelles. Les pays du Sud et les minorités culturelles ou les minorités régionales sont évidemment au centre de cette fracture numérique. Certains pensent aussi que c'est par le mal que nous pourrons utiliser, c'est-à-dire que c'est le numérique qui va permettre de pallier les problèmes posés par le numérique lui-même. Où est l'argent, où va l'argent, a dit un de vos intervenants. Je pense que c'est exactement ça. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une diversité des politiques culturelles, un financement intelligent à l'ère du numérique qui va dans le sens de ce qu'a dit Madame Simard et que je partage complètement et que nous devrions imposer en Europe, il faut d'abord et avant tout que l'exception culturelle soit définitivement ancrée dans nos modes de pensée et dans nos modes juridiques. C'est la raison pour laquelle, avec Véronique Guevremont, avec Charles Vallerand et la Fédération Wallonie-Bruxelles a commandé à l'Université de Laval, et c'est Véronique qui va la piloter, qui la pilote déjà, pour un colloque qui aura lieu dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la culture et du 10e anniversaire de la Convention. Nous devons conforter, et c'est capital, et je voudrais finir par cela, il faut conforter, et je pense que nous allons réussir à le faire avec Véronique, et les pays qui seront présents, bien entendu les ministres de la Culture européens, mais aussi la Fédération internationale des coalitions, dont la vôtre, c'est de conforter cette convention absolument. En effet, nous devons démontrer, et nous sommes en train de le faire avec vous, nous devons absolument démontrer que la convention de l'UNESCO s'applique complètement à l'ère du numérique, qu'elle est bien fondée sur la neutralité technologique. Alors, derrière ces mots neutralité technologique, un peu technologique, se cache un principe très simple que je traduis très banalement et que vous connaissez aussi bien que moi. Quels que soient les tuyaux technologiques, numériques, par lesquels passent les images et les sons, s'il y a des images et s'il y a des sons, c'est donc de la culture, c'est donc de l'audiovisuel, c'est donc l'exception culturelle qui s'applique. Si, comme l'a dit d'ailleurs la directrice générale de l'UNESCO, et comme nous allons tenter de le conforter maintenant avec cette étude et à l'occasion du colloque de Mons le 25 octobre prochain, si nous pouvons définitivement asseoir la base légale en droit international public de ce que la Convention effectivement donne cette légitimité à l'exception culturelle, donc au droit à tous nos gouvernements de continuer à subventionner les politiques culturelles, de pratiquer des politiques de quotas, de pratiquer un traitement préférentiel au profit des pays du Sud, par exemple, c'est-à-dire tout le contraire du système OMC, vous l'avez certainement évoqué avec la clause de la nation la plus favorisée, alors nous aurons effectivement, entre guillemets, gagné notre combat politique, mais philosophique aussi, en faveur de l'exception culturelle, mais aussi
donc de la diversité culturelle, parce que si effectivement nous sommes privés de base légale via la Convention, comment voulez-vous que nous continuions, nous Européens, à retenir de la table de négociation avec les Américains nos services audiovisuels. Nous n'y arriverons pas, mais je pense que nous y arriverons effectivement grâce à cette étude, mais grâce aussi à tous les travaux qui sont menés en France, au Canada, au Québec en particulier, et chez nous en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous donnerai un exemple qui est souvent cité par nos amis français sur les quotas, c'est que la chanson québécoise, les chanteurs, musiciens, compositeurs québécois ont véritablement pu exploser par leur talent en Belgique ou en France, parce qu'à un moment donné, dans le début du processus, on avait imposé des quotas de chansons francophones sur nos radios, dans nos télévisions. Et comme il n'y avait pas assez de productions francophones belges ou suisses ou françaises, nos amis québécois, grands chanteurs, grands créateurs, ont pu plus facilement pénétrer dans l'espace européen francophone et nous enrichir et nous permettre à eux aussi de se développer sur notre continent européen. Voilà un des avantages des quotas. Voilà, en résumé, je dirais donc ceci. Oui, il faut repenser le rôle des politiques culturelles pour protéger l'exception culturelle, parce qu'elle-même protégera la diversité culturelle, notamment celle dont notre amie colombienne a parlé, sur les minorités régionales et dans des pays où, comme le Brésil, Gilberto Gil l'a beaucoup plaidé en son temps, il continuera à le plaider, j'espère à Mons d'ailleurs, à faire respecter ces musiques traditionnelles, ces cultures traditionnelles, et notamment le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, dont ils sont spoliés de manière scandaleuse. C'était avant le numérique, c'est encore pire aujourd'hui avec le numérique. Voilà les enjeux colossaux qui sont les nôtres, et je voulais terminer sur cette note pour vous parler à ma manière de cette façon de repenser le rôle des politiques culturelles avec des techniciens qui puissent nous dire exactement de quoi nous parlons, avec un financement de l'exploitation et pas seulement de la production, mais aussi une défense absolue, prioritaire de l'exception culturelle dans le cadre de la Convention de l'UNESCO, pour que les politiques d'aide, de soutien aux politiques publiques continuent à faire la richesse de toutes nos populations, de tous nos créateurs et de nos consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, parce que c'est vrai, on vient de le dire, nous consommateurs n'avons jamais eu dans l'histoire de la communication, n'avons jamais eu un rôle aussi important dans le développement de l'audiovisuel, de la culture, dans cette époque extraordinaire du numérique. Voilà, je vous remercie de votre attention et pardon d'avoir été peut-être un peu plus long que les 10 minutes, je n'ai pas regardé la montre. Merci beaucoup de votre attention. Merci Henri, c'était excellent. Et je pense que ton commentaire illustre très bien la force de la francophonie, de ces relations personnelles, professionnelles et institutionnelles qui permettent à la diversité de trouver ses alliés. Période de questions, micro dans la salle. Oui, Destiny. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, Destiny Chiwali, chercheur à l'UQAM au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Et puis, je rédige aussi le bulletin mensuel pour l'OIF sur culture, commerce et numérique, notamment avec le directeur scientifique, M. Gilbert Gagné. Alors, permettez-moi d'abord rapidement de faire juste petit commentaire anecdotique, on va dire, puisqu'il est question de diversité culturelle. Il y a souvent un choc culturel que les Occidentaux, si on peut dire, ont généralement quand ils vont en Afrique. Je suis originaire aussi d'Afrique, du Bénin. Et c'est souvent de se dire, ils remarquent souvent, généralement, qu'on prend tout notre temps en Afrique. Ça va vraiment à un rythme très lent. Et je constate aujourd'hui, à ma grande surprise, que dans son rôle de modérateur, notre ami Kofi a montré que les Africains savent tenir le chrono, la montre. Et donc, il inverse vraiment le dicton ou la boutade, comme quoi les Européens, les Occidentaux ont la montre et les Africains ont le temps. Là, c'est lui qui a la montre, là.
Alors, comme on est en Afrique, je vais y rester parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé justement encore des pays en développement et de l'Afrique. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que les choses bougent beaucoup de ce côté-là, notamment à l'ère du numérique. Il y a un véritable saut technologique en cours avec notamment, vous savez, plus de 80% de la population africaine quand même qui est maintenant connectée à la téléphonie mobile. Et c'est quand même très encourageant et optimiste de voir que le milieu de la culture, les artistes commencent aussi donc à saisir l'opportunité que constituent ces outils-là pour mieux se valoriser et se rendre visibles. Et notamment, on le sait tous, là, l'industrie du film au Nigeria avec Nollywood qui connaît une vraie explosion. Et d'ailleurs, du Ghana où tu viens, je sais qu'il y a un festival d'art de rue où maintenant les artistes n'hésitent pas à prendre les photos de leurs graffitis et autres pour les mettre justement les publier via le téléphone mobile pour qu'on puisse y avoir accès sur les plateformes Internet. Alors, cela participe donc à une économie créative vraiment émergente et ce que je voulais faire constater, c'est quand même que les politiques ne suivent pas malheureusement. C'est-à-dire, si on voit tout cet engouement là de la société civile, il y a peut-être un déclic, une prise de conscience des politiques, mais elles ne suivent pas. Pour preuve, l'étude que nous avons réalisée, que nous venons de réaliser, que ma collègue Kim a mentionné ce matin pour le compte du ministère des Affaires étrangères, on a fait un sondage qui révélait que 55% des personnes sondées considéraient que les politiques culturelles à l'ère du numérique ne tiennent pas vraiment compte justement des préoccupations du numérique. Donc c'est plus de la moitié de nos intervenants, de nos enquêtés. Et ça m'amène à dire, écoutez, plus qu'une question d'adaptation, peut-être qu'il y a vraiment un enjeu de cohérence entre l'articulation des politiques culturelles et des politiques numériques, parce que M. Benkowski l'a bien souligné, c'est deux mondes qui ne se parlent pas, ou qui ne se parlent peut-être pas assez. Donc, le plan culturel numérique du Québec est d'ailleurs un cas inédit, là, et on espère que ça va servir de cas d'exemple pour pas mal de gouvernements. Alors, c'est peut-être du rôle de la société civile, donc, d'aider ces politiques-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, à peut-être diffuser davantage les bonnes pratiques pour montrer quand même que, oui, on veut protéger la culture, mais peut-être que la meilleure manière de la protéger, c'est peut-être de la promouvoir. Et donc là, peut-être mettre l'accent sur l'éducation artistique à la création numérique et puis renforcer les capacités donc, dans le cadre de la coopération internationale. Alors, ma question principalement va s'adresser à M. Jonathan Roberge, et ça va plus vers la question des algorithmes de prescription, notamment dans le domaine de la musique, où il a évoqué les plateformes de streaming internationales. Et je me rappelle qu'hier, en aparté avec Solange Drouin, on en parlait aussi. Il y a un véritable problème de ces prescripteurs-là, les bad guys, comme on les a appelés le premier jour, qui orientent finalement donc, le choix des consommateurs en favorisant la star system. Et ma question est de savoir si finalement les autorités en charge des politiques culturelles ou les régulateurs, est-ce qu'ils n'auraient pas aujourd'hui le rôle, le devoir de justement prendre des décisions pour contraindre cette plateforme-là à justement beaucoup accorder de préférence et de visibilité, ou plutôt de découvrabilité pour les contenus locaux, les contenus nationaux. Et ça m'amène à vous poser une deuxième question qui en découle. Une deuxième question. Oui, et je finis là-dessus. C'est justement la question des quotas. En ce moment-là, je sais que ça va faire de mettre un pied dans le plat, mais oui, définitivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce que les consommateurs veulent choisir leur contenu à quand ils veulent, comme ils veulent, qu'on va maintenant se passer des quotas, ou est-il justement à l'ère numérique, pour mieux protéger nos cultures, plus jamais définitivement question de ces mesures de quotas pour protéger notre réception culturelle? Je termine là-dessus. Merci. Est-ce que je peux proposer, avant qu'on arrive aux réponses, on va prendre toutes les questions? Oui. Alors, on va prendre toutes les questions et on demandera aux panélistes de répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut en prendre encore, je dirais, deux. Encore. Donc, on peut commencer à répondre aux questions, peut-être. Non, mais je voudrais voir s'il y a des questions. Je vois Catherine. Oui, une deuxième personne. Parce qu'ils vont peut-être se recouper. Exactement. First, I would like to congratulate the panelists. I found it very interesting indeed. I think my question is to the entire panel to actually enter into the world of American thinking and digital e-commerce and the next wave of claiming that arts and cultural products on the internet are in fact products or subject to the GATT. So I would like to identify in your perspectives what the strategies are to refute those arguments. And let me present something which is in development at some of our visual analytics labs.
generally speaking, if you consider the digital world as a fixed datum or product, you're fundamentally underestimating its incredible flexibility of the future. Because where things seem to be evolving in terms of the experience, even in online video games, which now involve more people around the globe than your typical video game product would, these online environments are fundamentally guided by modders or people who do modifications and participate in the game, which is an experiential service, not a product. But the final element where we see the puck going, I suppose, and to use a hockey analogy, is virtual reality, which is fundamentally a fictional narrative, or for whatever exposition purpose, something that is very much a human creation. User-generated content. Solange Drouin? Peut-être pour continuer dans la foulée de ce qu'a dit Catherine, mais moi, je pense que je nous mettrais en garde et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, à savoir un peu aller aussi en retour à ce que monsieur Pierre-Marc Johnson nous a dit hier quant au numérique. Le numérique n'est pas juste, c'est pas l'apanage du milieu culturel. Le numérique change la vie des gens de façon beaucoup plus large. Et je nous mets en garde de considérer le numérique dans toutes ses facettes, parce que le numérique, c'est plein de choses. Et il faut le saucissonner, justement, pour pouvoir intervenir à la bonne place et de la bonne façon. Parce que l'Internet, oui, c'est aussi un moyen de communication, comme était le téléphone, et on veut pas des règles de diversité culturelle sur nos conversations téléphoniques. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et donc, les gens, moi, ce que je sens des méchants, des bad guys, c'est qu'ils font toujours l'amalgame. Il ne faut pas réglementer Internet parce que c'est le savoir, parce que c'est nos conversations téléphoniques, parce que c'est notre courriel, parce que, oui, tout ça, c'est vrai. On ne veut pas réglementer l'Internet. On veut réglementer certains aspects de l'Internet qui utilisent Internet. Et devant cette globalisation du sujet, devant ça, bien, les gouvernements, ça fait peur à tout le monde, et tout le monde, face à ce monstre-là, on ne réussit pas à monter la montagne par petits pas et en réglementant ce qu'il faut réglementer sur Internet et laisser libre ce qu'on doit laisser libre sur Internet. Parfait. Réponse. Jonathan? Pas moi en premier. Je Alors, peux y aller, mais je peux autant. Oui, c'est comme vous voulez. Vous voulez réagir par rapport aux intervenants? Il y a eu 2-3 interventions. Est-ce que vous voulez apporter un peu plus d'éclairage? Oui, allez-y donc. Je ne sais pas si j'ai bien compris la première question. J'ai oublié les casquettes là-bas. Mais pour les e-commerce, il faudra dire qu'en Colombie, les e-commerce, ça ne passe pas pour les industries culturelles. Les pays ne pensent pas pour les contenus pour les e-commerce. Même pas pour des autres choses. Les e-commerce, ce n'est pas dans la tête. Mais par contre, il y a une politique de communication digitale qui défend la production de contenus numériques pour que les gens puissent avoir beaucoup plus de contenus et qui travaillent pour la numérisation, on va dire comme ça, de contenu pour que les contenus puissent être à l'accès de beaucoup plus de gens. Parce qu'en Colombie, le pays c'est grand, mais on n'a pas beaucoup de relations dans quelques régions. Et c'est avec la politique de communication digitale que les contenus pour l'éducation et pour la culture arrivent jusqu'à les villages les plus loin. Et ça, c'est la première question. Et pour oui, bien. Et dans le numérique, qu'est-ce qu'il faut réglementer? En Colombie,
le gouvernement est très intéressé pour l'accès de la population pour la gouvernance qui peut être dans le numérique, pour que les gens puissent faire des démarches par rapport à l'État à travers les moyens ou les nouvelles, les TIC, par exemple. Mais la même chose que pour les e-commerce. Il faut, là-bas, on ne parle pas de la réglementation du numérique. Ce n'est pas une préoccupation là-bas. Bien, voilà. Je crois que nous parlons aujourd'hui du numérique, mais cela implique aussi de lourds investissements, hein, aussi bien humains que financiers. Moi, je voudrais d'ailleurs vous poser cette question. La question c'est, est-ce que vous pensez que la crise économique à laquelle les États font face aujourd'hui serait peut-être un frein à la marche vers la numéralisation? Avant que vous répondiez, je vais quand même laisser la parole à Jonathan pour intervenir par rapport à la première question qui lui a été posée. J'essaie de faire une réponse avec les trois questions. Si vous voulez bien. Allez, c'est parti. Et pas trop vite, comme dirait M. Jutras. Donc, première question, est-ce que les États sont en décalage par rapport aux innovations technologiques et est-ce que le droit est en décalage par rapport aux innovations technologiques? Poser à la question, c'est y répondre. Et il y a une nécessité, c'est-à-dire que le droit et les États sont un peu en mode réflexif ou en mode adaptatif. Ce n'est pas une tare naturelle que d'être dans cette position-là. La question, c'est comment on peut améliorer les délais de réponse, comment on peut améliorer. Bon, et je comprends que je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'ai un peu l'impression, et c'est un peu l'intervention qu'il y a eu plus tôt par Skype, il y aura besoin d'une meilleure connaissance technique et il y aura besoin d'une meilleure connaissance dans les sciences sociales ou les sciences humaines, disons-le au sens large. Et j'ai un peu l'impression que c'est là-dessus, c'était une des parties de mon intervention, il y a un décalage actuel entre ce qui est fait dans les universités et ce qui est les besoins sur le terrain et ce qui est les interventions de l'État. Et on a trois entités qui sont très intéressées au numérique et qui peut-être commencent à se parler et il va falloir qu'il y ait un meilleur amarrage certainement là-dedans. Bon. Oui, mais à ce sujet, concrètement, comment comptez-vous mettre tous ces gens en symbiose, le théoricien et le praticien, et puis le politique, pour agir? Voilà. Effectivement. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion. Aujourd'hui, c'est une occasion de ce type-là. Moi, j'ai un peu l'impression surtout qu'il ne faut pas négliger aucun des trois aspects. Et par exemple, et là, j'essaie de répondre à la première question de Destiny sur les prescripteurs qui sont les prescripteurs automatiques ou les prescripteurs algorithmiques. Mais je veux dire, on commence encore une fois à saisir de quoi il s'agit. Et bizarrement, à l'intérieur même de cette question-là de la prescription culturelle, qui est une vieille question et qui a aujourd'hui, excusez-moi l'anglicisme, un nouveau twist ou un nouveau spin, on a un besoin de réactualiser nos connaissances là-dedans. Et bizarrement, si on parle de la musique en continu, on se rend compte qu'il y a un nouveau besoin de prescripteurs, ne serait-ce que pour faire des listes. Okay. Et donc, il y a déjà à l'intérieur de ça, il y a un enjeu et les sciences sociales commencent à s'intéresser à ce genre de questions-là. Et pour revenir à l'autre question qui était celle de Mme Murray, si je ne me trompe pas, est-ce qu'on peut faire l'économie de ne pas comprendre l'économie culturelle? La réponse, encore une fois, c'est non. Et là, pour le coup, vous parlez de la flexibilité des contenus. Ce qu'on se rend compte, c'est que les grands groupes médiatiques ou les grands groupes technologiques sont pas contre la flexibilité des contenus. Au contraire, ils en ont juste rien à faire. La question, c'est que plus il y a eux, ce qui les intéresse, c'est le nombre d'occurrences, c'est le trafic, parce que la ponction économique est faite au trafic. À ce moment-là, par exemple, sur YouTube, si les gens bidouillent, refont des pastiches et encore, ce n'est que de plus de revenus pour eux. Et donc, sur le principe même, je ne pense pas qu'ils sont contre le fait d'avoir des politiques de contenu. Au contraire, je pense simplement qu'ils comprennent encore mal. Et bizarrement, il y a un besoin d'éducation là aussi. Je pense que si on leur expliquait comment ça peut fonctionner en dehors de leur vision technologique ou technologiciste de la chose, ils comprendraient peut-être qu'ils ont plus d'avantages à écouter les politiques et les gens des universités que ce qu'ils font actuellement. Et pour le coup, je vous raconte une mini-anecdote et je finis là-dessus. Oui. On était allé voir, nous, des gens dans je ne vous dis pas laquelle, mais un grand groupe de jeux vidéo. Et ça a été 2 heures de non-conversation assez impressionnante. On ne s'est pas compris, ça a duré 2 heures. Et à la fin, ils nous ont montré leur gros gorille. C'est un vrai gorille qui a la cage d'ascenseur. Et on a dit, merci, bravo, on est parti. Et il y a besoin réel
que les industriels des industries culturelles numériques s'assoient et prennent note de ce qu'on existe et qu'on se pose des questions à leur sujet. Très bien. Sur la dimension économique, il y a 30 secondes. Oui, voilà. Oui, sur la dimension économique, vous avez la parole, 30 secondes. Sure, thank you. I just want to add one very small comment onto what we were discussing. To some extent, this also touches on Catherine's question, and that is mostly to put a plug in for also, besides increasing interaction between academia, industry, and government, I think we also need to have a plug for more youth engagement in policymaking. We're in a very interesting and unique position in history now where often the people under the age of 25 have a better understanding of some of these developments on the web than those who are currently in the position to make policy. And I think it's, to some extent, contributing to that barrier and being able to keep up. So I'm not entirely sure yet. I don't have a model in my mind for how that would be done. It just is striking me as something that needs to happen. Ok, parfait. Sandra? Oui, sur la dimension culturelle, économique plutôt. Sur la dimension économique, est-ce que vous voulez réagir? Sur la dimension économique, oui, c'est ça. Je veux dire que la dimension économique dans les productions indépendantes, pour les producteurs indépendants qui ont la maison de production, ils sont très mal à gérer les bénéfices économiques, mais pour les autoproducteurs, surtout pour ceux qui sont aux marges, c'est bien. J'ai une petite anecdote aussi, parce que quand j'avais fait des ateliers, il y avait un musicien qui me disait « Madame, oui, d'accord, j'irai, mais vous savez, l'organisation d'Asampo en Colombie, ils ne vont pas savoir ce que je vais vous répondre. » Je dis « Non, non, aucun problème, c'est ça. » Les musiciens ont l'argent pour vendre les CD, mais ça ne compte pas dans les impôts, pour ceux qui sont aux marges. Et pour le deuxième type de production, celle des institutions qui font de la production pour la recherche. La production, il n'y a pas de bénéfices économiques, il y a surtout des bénéfices culturels, artistiques, pour le développement, mais c'est ça. C'est bon? Alors, nous allons mettre fin à ce débat interactif. Je vais laisser une dernière question en suspens. Dans la marche vers la numérisation, est-ce qu'il y a des domaines culturels à privilégier? Est-ce qu'il y a vraiment des domaines culturels à mettre en avant dans le processus de numérisation? Voilà, je vous remercie. Alors, Alain Levé, qui est prêt à prendre sa retraite pour laisser sa place à Sylvia? Merci aux panélistes. Très bon panel. Merci beaucoup.